Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Pour être honnête, de base, je voulais partir sur l'item 110 qui porte sur les troubles du sommeil. Mais en fait, en commençant à travailler dessus, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y a à dire sur le sommeil, sur la base, sur la physiologie. Et je me suis dit que j'allais en faire un épisode entier. Donc nous voilà aujourd'hui sur cet épisode, sur le sommeil. Et on commence avec l'histoire. La nuit commençait à tomber lorsqu'ils arrivèrent proche du camp de Parar. Pearl semblait absolument épuisée. Julie prit alors la décision de stopper la marche et de prendre un peu de temps pour se reposer. Ils allaient prendre des tours de garde toute la nuit pour que chacun puisse récupérer quelques heures de sommeil puis se rendre à la bataille à l'aube. Pearl en premier alla dormir et s'écroula instantanément. C'était Trizzy qui prenait le premier tour de garde. Elle regardait ses amis qui dormaient et vit, dans un premier temps, les paupières de Julie, Pearl et Médicis, qui se mettaient à bouger rapidement, alors que Milo et Arlette, eux, semblaient être au calme. Cela faisait plusieurs jours désormais que le sommeil avait été fortement réduit, entre l'expédition, les combats et les nouvelles urgences. Ils n'avaient pas eu le temps de se reposer. Tout le monde était au bout du rouleau. Ils devaient donc profiter de ce moment. Bien qu'ils n'en avaient pas besoin, les conditions étaient parfaites, entre la nuit noire et la fraîcheur de la vallée. Un courant d'air passa sur le camp de fortune, et Trizzy vit les frissons parcourir les endormis déjà bien refroidis. Alors que le premier tour de garde allait se terminer, Arlette se réveilla naturellement, sans avoir besoin d'être réveillée. Elle prit la place de Trizzy, qui put enfin aller se reposer. Arlette regarda le ciel, elle se sentait bien, la tête vidée de toutes les nuisances des derniers jours. Elle sentait son corps au meilleur de sa forme, elle souriait. Milo se réveilla peu de temps après. Il n'avait jamais eu l'habitude d'avoir de grandes nuits. Son rythme journalier était souvent composé de 5 heures de sommeil. Malgré les combats, il était celui qui semblait le moins fatigué. Grâce à ce bon repos, il était rarement malade et toujours en forme. Ce qui fascinait sa fille qui était constamment fatiguée. Les heures passèrent, les tours de garde également, et les cycles s'achevèrent. Tout le groupe avait dit à Pearl qu'il avait son propre tour de garde, mais vu son état, dès qu'il fut endormi, soit en quelques secondes, ils avaient décidé de le laisser se reposer le plus possible et s'arrangèrent pour ne pas le lever. Ainsi, lorsqu'il se réveilla, on commença à apercevoir quelques rayons dans le ciel. Il était temps de partir. Il vit que les autres étaient déjà en train de tout mettre en ordre pour se diriger vers le camp de Parar. Il se leva, avec difficulté, mais avait meilleure mine que la veille au soir, bien que son état restait très préoccupant. Il commença à râler parce qu'il ne l'avait pas réveillé pour qu'il prenne son tour de garde. Julie lui dut alors de garder son énergie pour plus tard, il allait en falloir beaucoup. Il ronchonna mais ne râla pas plus. Il prit ses affaires, et avec le groupe, ils partirent vers le futur champ de bataille. Voilà, c'était une petite histoire un peu courte, mais dedans il y a eu pas mal d'informations. Peut-être que vous avez réussi à en extraire quelques-unes, c'est ce qu'on va voir. On commence par les bases. Ça, c'est peut-être le truc que j'ai le moins évoqué dans l'histoire, mais on va commencer à ce que c'est la physiologie du sommeil. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 stades cycliques, et dans une nuit, on fait à peu près 3 à 5 cycles de 90 minutes. Et ces stades, ils sont définis par leur activité à l'EEG, par les mouvements oculaires et par la tonicité musculaire. Les deux premiers stades, ce sont des phases de sommeil léger, avec une activité à l'EEG qu'on appelle θ. La deuxième phase, c'est la phase de sommeil lent léger, qui est marquée par ce qu'on appelle les fuseaux du sommeil et les complexes K. Ça, ce sont des marqueurs qu'on va retrouver à l'EEG. Je précise, parce que je vais utiliser EEG, c'est plus facile, mais c'est l'électroencéphalogramme, hein. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'abréviation, comme ça, on est tous au clair. À l'EEG, l'électroencéphalogramme. Et donc ces marqueurs, on a les fuseaux du sommeil. C'est comme un grésillement avec une augmentation brève de la fréquence des ondes sur le tracé. Et ça, c'est un moyen de stabiliser le sommeil. Et les complexes K, eux, ce sont de grandes ondes larges qui sont en pointe avec une vague après qui est un peu plus lente. Et eux aussi sont protecteurs du sommeil. Bon, là, je les décris un peu, mais le plus simple, c'est de voir une image. Ensuite, il y a le sommeil lent profond. Lui, il a une activité delta. Et le sommeil paradoxal, peut-être le plus connu, et parce que c'est majoritairement pendant ce sommeil paradoxal qu'on rêve. On rêve aussi dans les autres phases, mais c'est majoritairement dans le sommeil paradoxal. Et pendant cette phase, on va avoir des mouvements oculaires rapides et une atonie musculaire.
Et c'est pour ça que Trizy, pardon, elle voit ses amis avec les paupières qui bougent. Le sommeil lent profond, il a plutôt tendance à arriver en début de nuit, alors que le paradoxal, lui, il se produit en fin de nuit plutôt. Bon, ça, c'était les différents stades de sommeil, les 4 stases, avec 2 de sommeil lent léger, un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Mais on va parler un peu plus des éléments de régulation de ce sommeil. Parce que ça, c'est un élément vraiment important pour comprendre comment ça marche et pour l'optimiser aussi. Déjà, on a l'homéostasie du corps. Donc, c'est ce qui va nous donner cet effet de fatigue. On va parler plutôt de pression de sommeil. Donc, c'est comme un compteur qui varie en fait. Plus on va dormir, plus le compteur il va être bas. Mais évidemment, au contraire, si on dort moins, bah, le compteur va augmenter à cause de la privation de sommeil. Et donc, on va avoir une pression de sommeil qui va augmenter. Et ça va donner de la fatigue, ça va donner envie de dormir. Et ça revient au groupe qui n'a pas eu le temps de se reposer avec l'expédition, les combats, etc. Et ils ont tous accumulé de la pression de sommeil, de la fatigue. Mais au final, c'est très variable d'un individu à l'autre parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins de sommeil. Il y a une grande variabilité interindividuelle. C'est pour ça que Milo, par exemple, lui, il a besoin que 5 heures en général de sommeil. Et si son corps il fonctionne bien avec 5 heures de sommeil, bah, il n'y a rien d'inquiétant. Ça, c'était l'homéostasie du corps. Maintenant, il y a le rythme circadien. Ça, c'est le cycle de 24 heures que suit le corps pour se réguler. Donc, c'est ce qui contrôle notamment l'alternance entre veille et sommeil. Et ça aussi, on peut avoir une pression qu'on va appeler la pression circadienne. C'est une pression qui est plus intense entre 1 heure et 5 heures du matin et entre 14 heures et 16 heures. C'est pour ça que parfois on peut avoir envie de dormir en début d'après-midi après un repas ou des choses comme ça. C'est aussi lié à cette pression circadienne. Et donc ce cycle circadien, c'est aussi à l'origine de la sécrétion de la mélatonine. Donc c'est une hormone qui est synthétisée la nuit par la glande pinéale et elle donne un effet hypnogène. Elle aide à s'endormir. Sa sécrétion va stimuler l'endormissement. Ça, c'est le rythme circadien, le cycle de 24 heures. Donc on a vu l'homéostasie du corps, le cycle, et le dernier grand régulateur, c'est la lumière en elle-même. Parce que elle permet vraiment de synchroniser le corps humain. Elle va déjà inhiber la synthèse de mélatonine et elle permet de se réveiller. Et c'est notamment pour ça qu'il est conseillé de dormir dans un environnement sombre pour mieux s'endormir. Comme ça, on n'inhibe pas la synthèse de mélatonine. Et c'est aussi pour ça qu'on conseille de s'exposer au sommeil en se levant pour se réveiller. Et si je peux rajouter un autre point, lors de l'endormissement, on a une baisse de la température corporelle, parce qu'on va avoir une vasodilatation des mains et des pieds, et c'est pour ça qu'il est aussi conseillé de dormir dans un environnement plutôt frais et de réchauffer la pièce au moment du réveil. Et c'est aussi un peu marqué dans l'histoire par le fait qu'il y a un moment où les personnes qui dorment vont avoir un instant de frilosité, des frissons, parce qu'ils sont bien refroidis, parce que leur température corporelle elle baisse pendant la nuit. Bon, comme je l'évoquais avant, la durée du sommeil, elle est très variable d'une personne à l'autre. Parce qu'il y a aussi une part de génétique là-dedans, mais de manière très générale, si on prend dans la globalité, la durée totale de sommeil, elle va diminuer avec l'âge, en particulier le sommeil lent profond, donc le stade 3, qui va diminuer. Le sommeil paradoxal, il diminue légèrement aussi. Par contre, plus on va vieillir, plus va y avoir d'éveil nocturne. C'est pour ça que Milo et Arlette, ils n'ont pas forcément de mouvements rapides d'œil pendant la nuit, parce que ils sont plus âgés, ils ont moins de sommeil paradoxal. Et c'est aussi pour ça que ce sont les 2 premiers qui sont levés, par les éveils nocturnes. Si on s'intéresse vraiment à la personne âgée, on va retrouver une modification. Le cycle circadien, déjà, il sera moins efficace. Et la personne, elle va avoir besoin de se coucher plus tôt parce que ce cycle, il va s'avancer. Donc la nuit, elle va avoir un sommeil de moins bonne qualité et ça va favoriser une somnolence dans la journée. Et donc si je suis encore plus précis, on va avoir vraiment une grosse baisse du sommeil lent profond et aussi une baisse encore plus marquée du sommeil paradoxal. Ça, c'est pour la personne âgée. Et si on s'intéresse maintenant à l'enfant, pour détecter la fatigue d'un enfant, d'un nourrisson, on va chercher une baisse d'énergie, une perte d'intérêt,
des frottements des yeux, une agitation ou même un énervement, tout ce qui va modifier un peu le système nerveux. Et en termes de rythme, avant 3 mois, l'enfant, il va dormir 14 à 16 heures par jour en moyenne. À 1 an, on est plus à 13-14 heures par jour et on passe à 11 heures environ à 6 ans. Mais à la puberté, on est toujours à plus de 9 heures. C'est important parce que aujourd'hui, on conseille, on parle beaucoup des 8 heures et les enfants qui commencent, enfin les enfants, les ados et cetera qui ont cours assez tôt et cetera, on est rarement à ces 9 heures de sommeil, alors que c'est ce qui devrait y avoir lieu de manière physiologique. Le sommeil, il est fondamental pour tous, il a des fonctions essentielles. On va parler un peu de ces fonctions. Déjà, la mémoire. Le sommeil, il permet d'avoir des remaniements synaptiques. Et donc, comme on le dit, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, mais c'est dans la nuit qu'on ancre les connaissances qu'on a appris dans la journée. Et ça, c'est plutôt vrai, parce que la mémoire, elle est stimulée par ces remaniements synaptiques pendant la nuit. Après, il y a aussi des impacts sur tout le corps de manière générale. Donc, on l'a déjà évoqué, mais il y a les mouvements oculaires qui vont être plus rapides pendant le sommeil paradoxal. De manière générale, on va avoir une baisse de fréquence cardiaque, de pression artérielle et de respiration. On va aussi retrouver des impacts sur la régulation immunitaire, le métabolisme, la régulation émotionnelle ou le nettoyage du cerveau avec l'activation du système lymphatique. Donc là, c'est marqué par le fait que Arlette, dans l'histoire, elle se sente bien en se levant, elle a le sourire, la tête vidée des nuisances. Donc la tête vidée des nuisances pour le système lymphatique. Et Milo, lui, il a un bon sommeil et il tombe rarement malade parce qu'il a une bonne régulation immunitaire. Mais on peut aussi s'intéresser particulièrement au sommeil paradoxal qui a lui-même des particularités qui lui sont propres. Par exemple, pendant cette période, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la respiration qui étaient basses vont remonter un peu. On peut retrouver une atonie musculaire aussi, c'est ce qui va éviter d'avoir des réactions musculaires lors de nos rêves. Et aussi, dernier point, il peut y avoir une érection lors du sommeil paradoxal. Et ça permet notamment de différencier s'il y a une dysfonction érectile d'origine organique et d'origine fonctionnelle. On va regarder si elle est présente lors du sommeil paradoxal. Et avec ça, on a déjà fait un bon tour du sommeil. On a dit, on a donné pas mal d'indications. On a vu un peu la physiologie avec les différents stades du sommeil, la régulation, donc l'homéostasie, le cycle circadien et la lumière. Et on a fini par les petites fonctions. Donc là, avec ça, déjà, on a des bonnes bases. Et donc, comme je le disais, ce qui est important, c'est d'avoir un bon sommeil. C'est essentiel pour toute la régulation du corps. Il faut essayer de dormir dans un environnement sombre, froid et silencieux. Et avec ça, moi je vous laisse et je vous souhaite de bonnes révisions.